là ce soir pour souhaiter la bienvenue à notre président parce qu'on est content de le recevoir ici à New York. Ce soir, nous sommes là pour accueillir notre président et l'honorer comme il le faut. Et par ailleurs, nous voulons aussi nous présenter quelques doléances de la part de la jeunesse burkinabé vivant ici aux États-Unis. C'est un honneur et un privilège pour nous de l'avoir. Je crois savoir que c'est sa première visite officielle aux États-Unis. Donc nous, diaspora estudiantine des États-Unis, nous aimerons pouvoir l'accueillir et lui présenter quelques préoccupations. Je suis venu aujourd'hui, comme les autres compatriotes, les compatriotes, pour accueillir notre président qui a sa toute première visite en tant que président de FASO ici à New York, aux États-Unis. C'est l'objet de notre rencontre avec joie ce soir que nous avons cette opportunité rare qui nous est offerte de venir échanger avec le premier responsable de notre pays. Et nous remercions beaucoup le président d'avoir pu effectuer le déplacement avec toute sa délégation et de nous donner ce plaisir de nous rencontrer. Nous avons cette espérance en notre président et nous savons que la soirée se passera très bien. Conseil des ministres, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de Burkinabé de l'extérieur, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de Burkina Faso à Washington, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, comme il est de coutume, quand le président du Faso se déplace à l'extérieur, il rencontre ses compatriotes pour échanger de façon directe avec eux sur les problèmes du pays et sur leurs préoccupations. La présente rencontre se situe dans ce cadre. Ainsi, le programme de cette soirée se présente comme suit. Dans un premier temps, nous aurons l'allocution du chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina Faso à Washington. Après interviendra le président de l'association des Burkinabés de New York. À l'issue de cette intervention, la parole sera donnée au délégué du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger. Après ces trois interventions, nous aurons le plaisir d'entendre la réponse de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Sur ce, j'invite le chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina Faso à Washington à prendre la parole. Merci. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le directeur du cabinet du président du Faso, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation venue de Ouagadougou, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, mes sœurs, mes frères, bonsoir. Excellence, Monsieur le Président du Faso, avec votre permission, je voudrais tout d'abord dire merci à tous et à tous ceux qui ont fait le déplacement de cet après-midi pour répondre à votre invitation. Excellence, Monsieur le Président, c'est un honneur et un réel plaisir pour moi et pour la communauté de vous accueillir à New York pour votre premier séjour officiel aux États-Unis d'Amérique. New York est le symbole de la liberté et du dynamisme économique du monde occidental. New York qui est le centre du monde où toutes les grandes décisions qui encadrent la vie des États sont prises à travers la plus grande organisation internationale du monde contemporain. Je veux parler de l'ONU. Votre Excellence, New York, c'est aussi la ville de destination privilégiée des Africains de l'Ouest, donc naturellement des Burkinabés. Votre présence à New York, qui s'inscrit dans le cadre de la rencontre de haut niveau organisée par les Nations Unies pour lutter contre la réplication du virus du sida, témoigne de votre volonté pour le bien-être des Burkinabés, condition sine qua non de tout développement. Excellence, avant de poursuivre, je voudrais insister sur votre engagement en faveur de la diaspora dans le Burkina Faso. En effet, dans votre programme politique du gouvernement, vous envisagez
La mobilisation de la diaspora pour renforcer l'entrepreneuriat et l'innovation, la création d'une structure au niveau de l'exécutif pour servir de relais et assurer leur participation au développement du pays, la mise en place d'un mécanisme d'encadrement et de protection plus soutenu pour les Burkinabés de l'étranger, et enfin l'effectivité de la participation de nos compatriotes de l'étranger aux élections futures. La prise en compte de ces orientations dans le programme national de développement économique et social à l'horizon 2020 confirme et illustre parfaitement votre engagement à faire de l'implication de la diaspora au processus de développement national une réalité. Aussi, la création d'un ministère en charge de la diaspora est une première qu'il convient de relever. Excellence, Monsieur le Président du FASO, la communauté burkinabé dont vous avez l'instruction devant vous ce soir peut être décrite en trois grands. Nous avons des étudiants qui sont en quête du savoir aux États-Unis. Nous avons la diaspora institutionnelle, c'est-à-dire constituée essentiellement des travailleurs et fonctionnaires des institutions financières, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation des Nations Unies, et aussi les travailleurs des ONG, des organisations parapubliques américaines essentiellement. Et enfin, nous avons la diaspora des affaires qui regroupe en fait tous ceux qui sont dans le domaine des affaires, du plus grand CEO au plus petit homme d'affaires aux États-Unis. Cette diaspora cosmopolite, disciplinée, je dirais, et relativement bien intégrée aux États-Unis, est dispersée dans les 50 États américains avec une dizaine de villes de concentration. Il est confirmé aujourd'hui effectivement que les Burkinabés sont effectivement dans les 50 États américains. Les Burkinabés sont destinés, selon les estimations que nous avons au niveau de l'ambassade, entre 10 000 et 20 000 aux États-Unis, et dont la plupart vivent sur la côte Est. New York à elle seule a plus du tiers des Burkinabés aux États-Unis d'Amérique. En termes d'encadrement, l'ambassade s'active au quotidien à composer les forces, à combiner les intérêts et concilier des positions souvent divergentes avec l'appui et l'aide des deux délégués du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, celui de la région de New York et celui de la région de Washington DC. Ils sont associés à ce travail d'encadrement des consuls honoraires. Nous en avons deux, un consul honoraire au New Orleans en Louisiane et un autre consul honoraire à Los Angeles en Californie. Alors, depuis 2015, le dispositif a été renforcé avec l'ouverture d'un consulat général qui s'occupe désormais de l'État de la partie nord, des États de la partie nord des États-Unis. Aussi, les présidents des associations s'activent-ils à organiser la communauté pour un recensement exhaustif des Burkinabés et pour appuyer l'ambassade. Cette diaspora, il faut le dire, connaît, comme tout regroupement humain, dès qu'elle a le leadership lié beaucoup plus à la dynamique d'un groupe. Seulement, souvent, les formes d'expression sont désobligeantes. Excellence, avant de clore, je voudrais énumérer quelques points de préoccupation de la diaspora des États-Unis d'Amérique. Ces préoccupations, ces points de préoccupation ont en fait été collectés suite aux différentes rencontres que nous avons eu à animer ces 6 derniers mois. Et certains points de préoccupation reviennent très souvent dans les échanges. Donc sur les questions culturelles et sociales et d'éducation, les Burkinabés de l'extérieur ont quelques difficultés pour obtenir leur passeport. Les délais sont suffisamment longs. Et à ce sujet, j'ai été heureux de voir qu'en Arabie Saoudite, le ministre de l'Intérieur avait promis que maintenant le délai d'établissement des passeports est de 2 semaines. Je pense que c'est une très bonne chose qui mérite un applaudissement. Excellence, il y a aussi le point sur la validité des visas américains accordés aux étudiants burkinabés. C'est-à-dire qu'actuellement, les étudiants burkinabés ont juste 1 an
lorsqu'ils font une demande de visa pour venir aux États-Unis d'Amérique. Comparativement à d'autres pays de la sous-région, ils ont 3 ans, voire 5 ans. Donc c'est un point de préoccupation qui revient très souvent et c'est un problème qui a été très souvent soulevé. Visa des étudiants burkinabés qui s'inscrivent dans des universités américaines. C'est-à-dire que quand ils font la demande en tant qu'étudiants, on leur accorde juste 1 an. Alors que d'autres pays bénéficient souvent de 3 ans, voire 5 ans directement en tant qu'étudiants. Et cela entraîne des difficultés parce que l'étudiant est souvent obligé de sortir du territoire américain pour avoir un visa. Donc c'est un problème qui revient très souvent, qui a été évoqué. Le coût des visas aussi, le coût des visas a été jugé très élevé, parce que comme vous le savez, nos compatriotes ont plus souvent des enfants qui ont la nationalité américaine. Alors donc, lorsqu'ils ont 2 ou 3 enfants, pour aller en vacances, il faut que le coût des visas qui est de $140, c'est sur la base de la réciprocité, je trouve que c'est assez élevé. Si on pouvait, voilà. Donc, il y a aussi la question du diplôme qui est posée. Et de nombreux étudiants burkinabés connaissent des difficultés d'inscription liées à leur diplôme. Lorsqu'ils arrivent, l'équivalence des diplômes, lorsqu'ils présentent leur diplôme, on évalue leur diplôme sur la base du volume horaire appliqué dans le pays. Ce qui fait que souvent ils sont rétrogradés. Quelqu'un qui fait une maîtrise au Burkina Faso, lorsqu'il arrive ici aux États-Unis, il peut se voir attribuer le niveau de 2e année d'université. Donc ce qui fait qu'ils sont obligés de se rattraper encore sur des ans. Ça leur pose souvent des difficultés. Ils ont souhaité qu'on puisse voir à quelle mesure au niveau national, que déjà on puisse prendre en compte ces évaluations-là, qui vont permettre peut-être d'augmenter le volume horaire de certains cours ou de certains diplômes. Pour pouvoir facilement, peut-être que vous avez la maîtrise ou la licence, et vous pouvez directement vous intégrer dans le système américain. Donc ce sont des points de préoccupation qui sont revenus très souvent. Alors, il y a aussi la question des bourses attribuées aux étudiants de la diaspora. Et des suggestions allant dans le sens d'octroyer une sorte de bourse d'études d'excellence pour une élite d'étudiants qui se distingueraient par leur travail. Donc, la diaspora souhaite que lorsqu'il y a des possibilités, qu'on puisse distinguer certains des étudiants ici qui sont des élites, qui travaillent bien en Europe, que l'État puisse leur accorder des bourses d'excellence. Il y a aussi, toujours sur le plan culturel, une demande assez forte de la diaspora pour appuyer les activités culturelles. En 2015, il y a eu le festival Ouaga New York qui a été un succès et que la diaspora voulait qu'on puisse les appuyer. Les questions aussi récurrentes qui sont liées à la vie de la diaspora ici, c'est l'acquisition d'une maison du Burkina, aussi bien à Washington qu'à New York. Ce sont des questions qui reviennent très souvent dans les échanges. Au niveau politique, les points de préoccupation qui sont souvent évoqués, c'est des questions liées au fonctionnement du secrétariat permanent du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger et ses ramifications dans les différents pays, notamment les délégués CSE, qui sont les démembrements en fait, de cette structure au niveau central. Aussi, toujours au niveau politique, c'est la question de la participation aux élections. C'est un engagement que la diaspora voudrait voir s'appliquer en 2020 pour le vote des Burkinabés de l'extérieur. La question aussi avait été posée, est-ce que, au cas où il y aurait un référendum, est-ce que la diaspora pourra voter au cas où il y aurait un référendum constitutionnel. Et aussi la question de la prise en compte de la diaspora nationale. La diaspora voudrait qu'on puisse
en tout cas de distinguer au titre de la diaspora qui fait beaucoup pour le pays. Et à ce sujet, je pourrais dire que nous venons juste de recevoir les instructions de la centrale pour identifier les personnes, des membres de la diaspora qui seront distingués par leur travail. En matière de communication, les questions récurrentes aussi, c'est la diaspora a souhaité que la communication gouvernementale puisse anticiper sur les réseaux sociaux. Et trouver que les réseaux sociaux arrivaient à communiquer, disons, sur certaines affaires de l'État avant que le gouvernement ne fasse des communications. Donc la diaspora souhaiterait que l'anticipation du gouvernement à ce niveau aussi puisse être entreprise. En matière économique, la diaspora souhaite que le gouvernement lui apporte son soutien dans le domaine économique à travers les actions suivantes: appuyer la jeunesse de la diaspora en organisant son retour et son intégration dans la vie économique nationale, faciliter les affaires pour la diaspora, par exemple, leur faciliter l'achat de parcelles ou de logements, organiser la retraite des travailleurs immigrés au Burkina Faso éventuellement. D'autres points de préoccupation ont été soulevés, notamment sur les questions de transparence dans l'exploitation des ressources minières. La diaspora souhaiterait que, en tout cas, il y ait plus de communication, plus de transparence au niveau de l'exploitation des ressources minières. Et la diaspora souhaiterait aussi qu'elle puisse être impliquée dans les partenariats public-privé, qui est une forme aujourd'hui d'exécution de travaux au niveau, en tout cas en termes de réalisation du projet, que le partenariat privé puisse aussi être un créneau pour la diaspora et pouvoir participer au développement national. L'exemple que le président du Faso va succinctement présenter de la communauté burkinabé et quelques points de préoccupation que je voulais soumettre à votre attention. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burkina Faso, Monsieur le Ministre, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina Faso à Washington, chers membres de la délégation, chers compatriotes, nous voulons tout d'abord, au nom de l'association des Burkinabés de l'État de New York, vous souhaiter bonne arrivée et surtout vous remercier pour l'opportunité et le privilège de cette rencontre juste à votre arrivée à New York. Permettez-moi, au nom de mes frères et sœurs burkinabés, vivant dans l'État de New York, de vous exprimer le sentiment de profonde reconnaissance pour avoir prévu dans votre calendrier combien chargé de nous rencontrer. Quelle prière et le jeûne de ce mois béni, le Ramadan, qui a commencé aujourd'hui, soit une bénédiction pour vous, votre famille et le Burkina Faso tout entier. Alors, au nom de nous tous, soyez en remerciés. L'association de Burkinabés de New York, au nom de laquelle nous prenons la parole ici, existe il y a une vingtaine d'années et a pour but le renforcement de l'unité de la diaspora burkinabé de l'État de New York avec les Burkinabés des autres États, des États-Unis, l'épanouissement économique et socio-culturel, la promotion de l'amitié, l'entraide et la solidarité entre les Burkinabés de la diaspora de New York et ailleurs, la promotion des relations fraternelles entre la diaspora burkinabé de New York et les autres communautés. Je voudrais, en tant que premier responsable de cette association, au nom de cette diaspora, vous féliciter pour cette brillante élection à la magistrature suprême et vous dire que nous sommes avec vous, votre vision du Burkina de demain, et nous restons disponibles pour tout apport que la diaspora burkinabé de New York pourrait être utile dans la réalisation de votre politique générale pour le développement du Burkina Faso. Excellence, comme nous l'avons répété à son Excellence
Excellence du Premier ministre il y a quelques semaines, le Burkinabé de New York voudrait toujours porter haut le drapeau du pays. Ils se sont toujours engagés à être les ambassadeurs crédibles de leur pays. Conscient que personnellement, chacun doit y mettre du sien, il reste aussi convaincu que le soutien du gouvernement reste capital pour contribuer à la réalisation de certains rêves. Sur ce, nous voulons rappeler ici notre requête pour l'obtention d'une maison de Burkina à New York. Cette maison sera l'édifice de notre attachement à notre patrie car elle sera le lieu où nous célébrerons notre appartenance commune au Burkina Faso. Si nous avons le privilège de rencontrer en moins de 6 mois plusieurs des plus hautes autorités du Burkina Faso, c'est aussi la position stratégique de New York. Nous pouvons, sans nous tromper, dire que pendant que certains cherchent à entrer au Burkina Faso, d'autres sont prêts à vendre tout malheureusement pour venir ici. Si nous ne pouvons rien contre cette immigration, alors, Excellence, nous souhaiterons que sa gestion soit à l'avantage du Burkina Faso. Excellence, au-delà de la contribution indirecte que sont les paiements de TVA et création de richesses à partir des achats faits avec le transfert de dollars au pays, nous croyons que la diaspora dans son ensemble, et en particulier celle de New York, doit être considérée et traitée comme un partenaire privilégié au développement. Ceci se justifie par le fait que nous vivons dans un pays où la force et l'apport à l'économie mondiale n'est plus à démontrer. Excellence, les Burkinabés de New York, à tous les niveaux professionnels, peuvent avoir et ont décidé de développement qui n'attendent que les conditions d'éclosion. Nous voulons être traités comme des partenaires au développement, car considérez cette approche, les brillants étudiants professionnels et entrepreneurs qui font l'affaire des entreprises à travers tous les États-Unis pourront mieux s'exprimer sur la table de propositions et de création d'entreprises. Excellence, en parlant de création d'entreprises, nous touchons directement à ce qu'il y a de capital pour le secteur tertiaire qui est l'énergie. En sachant que le secteur tertiaire occupe plus de 60% de l'économie mondiale, le Burkina en gagnerait si sa production d'énergie est fiable. Dans ce nouveau ordre de moyens de communication, le coût de production d'un service et sa fiabilité est sans conteste important pour les créations de services à tous les niveaux. Excellence, nous savons que vous avez le problème de l'énergie à cœur, mais ce que nous souhaiterons, c'est de prendre des décisions radicales en matière d'énergie afin de créer les bases d'un développement durable au Burkina Faso. Même si le mandat entier va être consacré à l'autosuffisance énergétique, vous aurez contribué au développement durable du Burkina Faso. Excellence, pour finir, au nom de toute la communauté burkinabé de l'État de New York, nous vous souhaitons un bon séjour et que Dieu vous guide et vous protège dans vos actions de tous les jours pour le Burkina, pour le bonheur du Burkina Faso. Je vous remercie. Faso, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'étranger, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le directeur des cabinets, Monsieur le chargé d'affaires, Excellence, Monsieur les ambassadeurs, chers compatriotes, c'est avec un agréable plaisir que je prends la parole en cet instant solennel au nom de la communauté burkinabé de New York et des États environnants, à mon nom propre pour souhaiter la cordiale bienvenue à ces lieux à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, pour sa première sortie officielle aux États-Unis d'Amérique. Excellence, je profite de cette occasion pour vous féliciter pour votre brillante élection à la tête du Burkina Faso. Après une des tristes pages de notre histoire commune, j'ai cité
l'insurrection populaire d'octobre 2014 et le putsch manqué de septembre 2016. Tous nos vœux de succès vous accompagnent tout au long de votre mandat, que nous savons constituer de multiples défis de développement et de satisfaction des besoins des millions de Burkinabés. Excellence, recevez ma gratitude et celle de mes compatriotes pour ce temps précieux sacrifié pour nous rencontrer à l'occasion de votre séjour dans le cadre de la réunion de haut niveau sur les SIDA. Excellence, ni Wongo, Bidase, Afofo. Chers compatriotes, malgré le long trajet Dakar-Ouaga-New York, Monsieur le Président a accepté de nous rencontrer le jour de son arrivée sans se reposer. Une fois de plus, cela témoigne du sens de sacrifice personnel de son Excellence, Monsieur le Président, au profit de son peuple. Je vous demande un standing ovation pour Monsieur le Président. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, lors de leur passage dans le cadre de la signature de l'accord cadre de Paris sur le changement climatique le 23 avril 2016, se sont entretenus avec nous. Dans le même trimestre, nous recevons votre visite. Cette marque d'attention nous va droit au cœur et nous interpelle en tant que membres de la diaspora. C'est l'occasion pour moi également de vous rendre hommage de vive voix pour avoir associé la diaspora dans la gestion des affaires de l'État en confiant la lourde charge du chef du gouvernement et du ministre des Burkinabés de la diaspora à un des nôtres. Recevez, Excellence, notre reconnaissance pour cette marque de fraternité, signe de votre engagement à maintenir le lien ombilical et la solidarité entre Burkinabés et l'expression de l'inclusion au processus de développement de notre chère patrie, le pays des hommes intègres. Excellence, à l'instar des Burkinabés de la diaspora, ceux de New York sont organisés en association et de concert avec le délégué du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger essaient de maintenir la fibre patriotique à travers un certain nombre d'activités et participer autant que faire ce que à la vie de la patrie. En témoigne la nuit du faso d'Anfani organisée par l'Association des Burkinabés de New York, des soirées de collecte de fonds au profit des orphelins et des veuves du Burkina Faso, organisées par la Fondation Princesse Irenga de Madame Claire Zoudrana, Children and Hope de Bébé Corbeau, Human Action par Léonie Ouedraogo, Femmes sans frontières de Marceline Ouedraogo, Yabourieli au profit des blessés de l'insurrection et des malades de l'hôpital Yargo par Dakise Tenrego, la formation en CPR par Bethel Lambiri de Franck Kabouré, la nuit du délégué, une nuit culturelle organisée par le délégué CSB de New York, le phonie initié par Gérard Kwala avec l'appui des membres de la communauté. Excellence, Monsieur le Président, la diaspora burkinabé de New York voudrait vous traduire toute sa gratitude par rapport aux grandes décisions présidentielles prises pour soulager nos populations, à savoir le lancement du programme présidentiel eau et assainissement avec pour slogan zéro corvée d'eau d'ici 2020, la gratuité des soins au profit des femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans, le lancement des travaux de bitumage de la route des Dougou-Touga. Excellence, du haut de cette tribune, je puisse vous rassurer de la disponibilité et du soutien indéfectible de la diaspora de New York et des États environnants à vous accompagner sur le long et tumultueux chemin du développement humain durable du Burkina Faso. Excellence, chers compatriotes, je ne puis terminer mon propos sans formuler le vœu que la mission qui vous a amené vers nous porte ses fruits pour faire du 3 x 90, à savoir 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes
vivant avec le VIH connaissant leur statut sérologique reçoivent un traitement antirétroviral et 90% des personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral ont une charge virale indétectable, une réalité au Burkina Faso afin de permettre à l'ensemble de nos concitoyens d'être en bonne santé et de participer au processus de développement. Vive le Burkina Faso, vive la diaspora burkinabé, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bien, chers compatriotes, je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement de l'accueil qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Je sais très bien que New York, ce n'est pas Ouagadougou, où chacun se lève en tête d'Apoya pour venir à une réunion. Donc, je sais tout l'effort que vous avez fait pour être présent ici ce soir. Je suis d'autant plus comblé que je constate que ce soit au niveau de l'association des Burkinabés de New York, il y a une existence maintenant de 20 ans qui est une existence de majorité et de responsabilité. Constatez que l'objectif, c'est de développer la fraternité, c'est de développer l'entente entre les Burkinabés et d'orienter l'action sur également leur contribution au développement économique et social de leur pays, même si pour un temps donné, ils ont été obligés de venir à New York pour essayer également de, comment dirais-je, améliorer également leur situation tant au plan des études qu'au plan également des affaires. Je voudrais donc saluer cette association et souhaiter qu'entre les Burkinabés, la convivialité, la fraternité, l'effort pour soutenir le développement du pays soit au centre de nos préoccupations. Je crois que cela est important à souligner. Je voudrais également saluer l'action du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger et de ses différentes composantes qui également au quotidien travaillent à faire en sorte qu'il y ait toujours une interaction entre le pays et les Burkinabés vivant à l'étranger. Je salue l'ensemble de ces actions, tout ce que vous menez pour diffuser la culture et l'éducation burkinabé aux États-Unis. Je pense que c'est des facteurs que nous vous devons, parce que quoi qu'on dise, ceux qui sont dans des pays hors du Burkina Faso sont les ambassadeurs également de ce pays-là, dans ces pays respectifs. Et je dois pouvoir dire que partout où nous passons, nous pouvons dire que le comportement des Burkinabés est un comportement exemplaire. Partout où nous sommes passés, dans les différents pays, l'appréciation qui a été toujours donnée, c'est de dire qu'avec les Burkinabés, ils n'ont jamais eu vraiment de problème. Et je voudrais souhaiter que je voudrais dire également que c'est une opportunité que vous me donnez également, avant de répondre à des préoccupations que vous avez évoquées, de vous donner également des informations sur la situation au niveau de notre pays. Au plan politique, vous savez très bien que suite à l'insurrection populaire des 30 et 31, a été mis fin à 27 ans d'un système, donc la 4e République, et qui pendant 27 ans a géré le pays jusqu'à ce que, comme on dit, il y ait un ras-le-bol total qui a amené le raz de marée, qui a emporté tous ceux qui, pendant cette période, n'ont pas assumé leurs responsabilités dans l'intérêt du pays. Et suite donc à cette insurrection, nous avons suivi la période de transition également,
qui a permis d'organiser des élections transparentes. Ces élections ont été organisées et nous sommes aujourd'hui revenus à une situation d'un ordre constitutionnel normal. Un état de droit où, comme on a dit, nous devons nous battre pour que les choses ne soient plus comme avant. De ce point de vue-là, je voudrais simplement noter qu'aujourd'hui, nous avons terminé avec les élections municipales. En ce moment, d'ailleurs, je crois que chaque état-major de parti s'attelle à faire en sorte que le maire puisse être élu dans les semaines à venir. Et cela va compléter l'architecture de la mise en place du processus de la démocratie dans notre pays, puisque nous avons l'exécutif, nous avons le Parlement, et maintenant nous aurons les communes qui vont être donc les sources de développement de la démocratie à la base. Donc, en tout cas, on doit saluer le peuple burkinabé pour son engagement pour la démocratie. Parce que c'est grâce au peuple burkinabé que ces votes ont eu lieu. C'est grâce au peuple burkinabé que ces votes se sont déroulés vraiment, je dirais, dans la transparence et, je dirais, dans une certaine quiétude. Et je crois que ce soit chez nous, que ce soit au niveau de la communauté internationale, tout cela a été salué. Parce que personne ne pensait que ces élections auraient pu se dérouler dans ces conditions-là. Mais Dieu merci, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la paix règne au Burkina Faso et chaque parti joue sa fonction selon qu'il est de la majorité et de l'opposition, ce qui est une activité normale dans un système démocratique. Je voudrais également noter que des chantiers encore restent à mener. Parce que premièrement, le Burkina Faso a une histoire qui est tumultueuse. C'est une histoire qui a commencé depuis 1960 avec le premier coup d'État en 1966, les différents coups d'État qui se sont succédés, chaque coup d'État laissant évidemment des empreintes de son passage et les différentes difficultés jusqu'à nos jours. Et je dois bien dire que nous sommes obligés, au-delà des investigations de justice qui sont faites, de travailler à ce que, comme je le dis souvent, le peuple burkinabé soit réconcilié avec son histoire. Parce que cette histoire, nous avons tous contribué à l'écrire d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons pas certainement les mêmes responsabilités, mais il nous faut travailler à ce que les injustices qui ont pu être commises durant les années 60 jusqu'à notre période, jusqu'à la récente période de la transition, nous puissions travailler à trouver des solutions qui nous permettent de nous réconcilier, de ne pas avoir en permanence l'œil sur le rétroviseur, mais que nous regardons l'avenir et de notre pays de manière à en être fiers. Également, l'engagement qui est pris au plan politique toujours, c'est de passer de la 4e à la 5e République pour marquer la rupture entre ces républiques-là. Parce que, comme vous le savez, la première constitution de la 4e République a atteint son potentiel, je dirais, productif. Il nous a montré ses failles. Il nous a montré les possibilités qui ont été développées de manière à ce qu'après 27 ans, des gens cherchent encore à rester comme si c'était un pouvoir à vie. C'est pour cela que nous sommes obligés de faire la Constitution. D'abord, pour limiter de façon définitive les mandats présidentiels au maximum à 2 mandats. Deuxièmement, pour réaffirmer qu'au niveau du Parlement, ça sera un Parlement monocaméral, donc il y aura une seule chambre. Troisièmement, nous devons voir si l'ensemble des institutions que nous avons aujourd'hui, ce sont des institutions que nous devons maintenir ou pas. Quatrièmement,
nous devons rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement. C'est des choses qui sont nécessaires pour permettre à l'exécutif de ne pas être omniscient, pour ne pas permettre au chef au président du FASO d'être le seul métronome qui fait ce qu'il veut, mais qu'il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs, des mécanismes de contrôle qui permettent à chacun de savoir qu'il doit non seulement rendre compte, mais que dans 10 ans au maximum, il doit partir se reposer tranquillement. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre une commission constitutionnelle qui devra nous proposer, je dirais, les bases d'un vote, puisque vous savez ce sera un référendum, une fois que cette constitution sera installée. Et je sais que la mise en place de cette commission constitutionnelle a fait couler beaucoup d'encre et je dirais de gorge chaude à New York ici. Et je voudrais dire que ce débat qui se mène, je crois qu'il faut garder ça dans une certaine philosophie. Vous savez, lorsque nous avons commencé à mettre la commission constitutionnelle, évidemment, tout le monde a dit nous voulons participer parce que les acteurs de la transition, les acteurs qui ont contribué à l'avènement des 30 et 31, tout le monde veut être membre de la commission constitutionnelle. Mais je veux dire que nous ne pouvons pas en même temps réunir tout le Burkina Faso pour faire une constitution, ce n'est pas possible. Le second aspect, nous avons dit que, quelles que soient les personnes qui sont désignées pour venir participer à l'élaboration de cette constitution, c'est une constitution qui est soumise à l'appréciation du peuple burkinabé. C'est une constitution qui va être débattue par province pour qu'on puisse encore expliquer aux populations les modifications que nous entendons amener. C'est pourquoi, lorsque nous avons demandé dans les différentes catégories, nous avons demandé aux juges proposez-nous 2 personnes, nous avons demandé aux partis politiques proposez-nous 13 membres, nous avons proposé à un certain nombre de catégories de nous définir des personnes. Mais les gens n'ont pas fait d'assemblée générale pour désigner quelqu'un, ils ont essayé de désigner des camarades qui peuvent venir représenter les autres à cette rencontre. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions avoir une philosophie de la chose, parce que parfois on parle de commission constitutionnelle aujourd'hui, mais j'ai vu que très souvent à New York, aux États-Unis de façon générale, il y a toujours des bagarres dont on ne comprend pas ni l'intérêt, ni le... Voulant montrer, se mettre en exergue et montrer qu'il est plus déterminé que son voisin. Non. Mettons toutes ces énergies-là ensemble et vous verrez qu'on sera plus fort. C'est très important pour chacun de nous parce que je considère que quand on est à l'étranger, nous devons être plus des gens qui fédérons nos efforts que des gens qui voulons montrer chacun ses capacités. Parce que vous êtes loin. Et les capacités là, où on doit montrer, c'est les capacités au moins électriques, ça c'est au pays là-bas, c'est entre nous. Mais ici là, il faut resserrer les rangs pour pouvoir avancer ensemble. Parce que les conditions dans lesquelles vous vivez, les difficultés que vous rencontrez, ce sont les mêmes. Mais si nous sommes dans un pays où, au lieu de se rassembler, chacun fait son one-man show. Que nous devons travailler à la fraternité, nous devons travailler à l'unité des Burkinabés quand nous sommes à l'étranger. Celui qui veut dire qu'il est fort, il rentre au faso là-bas.
de la diaspora. J'ai dit et j'ai répété que c'est une obligation pour nous de faire en sorte que en 2020, la diaspora puisse voter. Ça, c'est obligatoire. Il n'y a même pas... J'ai prévenu le ministre d'ailleurs des Affaires étrangères. Certains m'occupent de circulation rapide si les élections ne sont pas organisées à temps. J'ai demandé que toutes les dispositions soient prises pour que d'ici la fin de cette année, nous ayons un chronogramme qui nous permette de voir comment nous finalisons l'organisation de cette élection. Parce qu'il n'y a aucune raison valable que depuis 15 ans, on parle d'élection de Burkinabé, on ne puisse pas le faire, alors que tous nos pays le font, voisins le font, le Mali, le Niger, donc ce n'est pas de la sorcellerie. Je crois quand même que c'est quelque chose qui est possible. Alors, donc de ce point de vue-là, je voudrais vous rassurer qu'en 2020, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous allez voter. Toujours au niveau politique, il y a plusieurs problèmes qui sont posés au niveau de la justice. Au niveau de la justice, comme vous savez, depuis la réforme qui a été faite au moment, je dirais, de l'insurrection, il a été décidé que désormais, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il n'y aura plus le président du FASO, il n'y aura plus le ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature est composé de magistrats. Deuxièmement, parce que la thèse qui a motivé cela, c'est de dire que finalement, le fait que le président soit dedans, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Et qu'il faut une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. On a beau dire que la séparation des pouvoirs, ce n'est pas la muraille de Chine, parce que c'est un État. On n'est pas fermé chacun dans un coin et puis on travaille, sinon on va aboutir à rien. L'objectif a été comme ça et donc on a adopté cette réforme que tous les partis politiques ont signé à l'époque pour marquer leur accord sur la nouvelle vision de la justice. Bon. Donc sur cette base, c'est ça qui marche aujourd'hui. Alors, à un moment donné, qu'est-ce que nous avons constaté? On a constaté qu'il y a des libérations provisoires qui ont été effectuées d'abord à la Mako concernant un certain nombre de maires qu'on avait arrêtés pour des raisons justement de vente de parcelles, d'abus sur ces ventes de parcelles, etc., etc. Comme vous avez parlé de Facebook, on a commencé à dire, bon voilà, les nouveaux dirigeants du pays sont venus pour remettre en cause, je dirais, les acquis de la transition. Et ils ont commencé à libérer leurs amis, leurs anciens amis, qui sortent en liberté provisoire. Bon, nous avons dit que, véritablement, comme on a parlé de l'indépendance de la justice, nous apprenons les mêmes nouvelles de mise en liberté comme vous. Parfois nous-mêmes on sursaute parce qu'on ne comprend rien du tout. Mais comme on libère et qu'aucune personne de la justice ne donne des explications cohérentes pour aller dire, bon voilà, nous avons libéré un tel parce que nous avons fini l'enquête, il n'y a plus rien, il va aller chez lui, mais de toute façon il doit aller en justice après. Au moins qu'on explique. Évidemment, tout le monde dit, c'est le pouvoir. Ils sont en train de libérer. Même chose pour la justice militaire. On libère, il dit Kombo, allez hop. C'est le pouvoir qui les a fait libérer parce que c'est des anciens du CDP, etc. Je voulais donc insister dessus pour que nous soyons clairs que nous, au niveau de l'exécutif, nous ne libérons personne. Concernant le cas Edith Kouébové en particulier, vous savez très bien qu'il était à la Maka. Après, on nous a dit, bon, il est tombé 2 ou 3 fois, qu'il a la tension. Bon,
et qu'il faut qu'il fasse un contrôle médical, ce qui a été fait. Bon, mais la tension, là, nous tous on a la tension. Et nous avons dit, si c'est un problème de soins, nous pouvons assurer qu'on lui donne les soins et que chaque matin même on a quelqu'un prend sa tension. Mais lorsque la discussion s'est menée en justice, les juges ont estimé que non, c'était une raison valable pour le laisser rentrer chez lui. Alors, vous savez très bien que ça c'est vraiment, comme je l'ai dit, nous voyons aujourd'hui que le changement que nous avons opéré au niveau de la justice, ça pose des problèmes. Ça pose de réels problèmes. Entre la confiance que les citoyens attendaient de voir, justement, à la justice, et la justice elle-même. Et ça, c'est un problème que nous gérons aujourd'hui. Parce que si un gars a l'attention, demain l'autre va avoir des mots de vente, on ne sait pas, et finalement tout le monde va être dehors, à force d'être malade. Alors, donc c'est pour dire que ça c'est un problème, mais en tout état de cause, nous, notre position est très claire, nous avons dit, tous ceux qui sont concernés, que ce soit pour le coup d'État, et tout le monde sera jugé. Et en tout cas, notre objectif, nous avons en tout cas demandé à la justice militaire de tout faire pour que, avant la fin de cette année, tous ces problèmes-là, nous les ayons réglés. Ceux qui doivent rester en prison resteront en prison, ceux qui doivent sortir sortiront. Et nous pouvons continuer à garder des gens pendant des années et à perturber complètement le travail des uns et des autres pour rien. Alors donc ça, c'est très clair à notre niveau et je voudrais vous assurer que nous ne sommes pas là pour libérer des gens qui ont fauté. Chacun répondra de ce qu'il a fait. Ça, au moins, je peux vous assurer de ça. Concernant les questions sécuritaires, bon, évidemment, ça c'est des problèmes qui sont préoccupants. Il ne peut pas avoir de développement s'il n'y a pas la sécurité. Quoique, quel que soit ce que nous faisons, nous avons déjà subi un attentat que nous n'avons jamais eu au Burkina Faso le 15 janvier. Cet attentat a causé un traumatisme psychologique, je dirais, au niveau du peuple burkinabé, même si nous nous sommes redressés en disant que nous sommes tenus de vivre avec cette contrainte-là et de prendre les dispositions pour le combattre, tout en sachant que nous sommes dans une guerre asymétrique où quand l'ennemi veut t'attaquer, évidemment toi tu n'es pas informé qu'il vient pour t'attaquer de toute façon. Mais en tout état de cause, je dois pouvoir vous dire que nous on a pris toutes les dispositions localement, ce qui est humainement possible pour sécuriser au maximum les Burkinabés. Nous avons également décidé avec un certain nombre de pays voisins, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, de fédérer nos sources de renseignement et aujourd'hui, nous sommes en train de remonter la véritable piste de ceux qui ont fait l'attentat aussi bien à Ouagadougou que, je dirais, en Côte d'Ivoire. Certains ont déjà été arrêtés. À Ouagadougou, nous avons procédé à un certain nombre d'arrestations, de contrôles et maintenant, nous avons également échangé les informations aussi bien avec les Américains qu'avec les Français et nous avons des recoupements qui sont intéressants, qui nous montrent les connexions de ces personnes-là avec ACMI et donc ça va nous permettre au fur et à mesure de démanteler un réseau, mais pas tout le système, parce que vous savez comment ça fonctionne. Vous coupez une tête, il y a une autre tête qui sort par là-bas, donc vous êtes obligé tout le temps de rester sur le chemin de la vigilance. Je pense que c'est important. Et c'est pourquoi nous avons dit au Burkinabé, nous devons changer également d'attitude. Chaque fois on prend les sacs par là, les colis par là, on ne vérifie rien. On a dit il faut changer tout ça. Et je crois que ce travail-là, en tout cas, est en train de se faire. Et en tout cas, on doit féliciter nos forces de sécurité pour l'important travail, parce que beaucoup de pertes en vie humaine sur nos frontières. Parce que la dernière fois, nous avons eu l'attaque où il y avait 4 policiers qui n'étaient même pas un poste de police, c'était un poste qui était chargé
avec l'ambassade de France, d'être là pour faire le point de l'immigration. Bon, ils étaient 4, évidemment payés dans ce cadre-là également par une aide des Français. Et ils ont été attaqués, et ils en ont tué 3. La même chose vers la frontière de la Côte d'Ivoire à Gawa. Donc c'est vrai que nous payons un lourd tribut vis-à-vis des forces de sécurité, mais nous devons être conscients que c'est un problème qui n'est pas simplement burkinabé, c'est un problème mondial. C'est un problème où le Mali, comme nous disons, et la Libye, comme nous le savons, est la base de l'ensemble de ces problèmes, de ces préoccupations. Parce que chaque jour, vous voyez au Mali, chaque pays au moins a perdu déjà dans son contingent plus de 5 personnes. Donc c'est pour dire que sur ce plan-là, c'est un problème qui est une préoccupation importante sur lequel, en tout cas, nous devons nous préoccuper. Et je crois que tant au niveau de la CEDEAO, tant au niveau de l'Union monétaire ouest-africaine, les dernières réunions que nous avons eues, nous avons beaucoup discuté de ces questions de sécurité et des dispositions qu'il nous faut prendre pour vraiment aller de l'avant. Concernant les questions économiques, je voudrais dire que nous sommes arrivés évidemment au pouvoir en constatant que la situation économique que nous allons prendre est une situation économique qui est assez difficile. Mais comme j'ai dit, quand vous compétissez à la recherche du pouvoir, c'est que vous pouvez. Vous ne pouvez pas arriver là-bas et vous dire que c'est chaud. Donc, c'est compliqué. Non. Donc, nous allons nous assurer. Alors, c'est pour dire que depuis 2011, comme vous l'avez su, après, je dirais, le mouvement de l'armée qui a secoué l'ensemble du pays, nous sommes rentrés tout doucement dans une période de crise qui a duré jusqu'à l'insurrection et également l'insurrection compte tenu de l'instabilité dans laquelle également ça s'est conduit, puisque pendant que l'autre voulait travailler, avancer, vous avez toujours le RSP aussi qui était campé et qui empêchait aussi d'avancer. Donc c'était très compliqué. Et aujourd'hui, nous avons hérité d'un budget qui a été fait par la transition et ce budget-là, nous n'avions pas la possibilité de le modifier intégralement. C'est pour cela que nous avons essayé de le réorganiser pour tenir compte d'un certain nombre de nos priorités, mais en disant qu'il faut qu'à partir de 2017, ce soit maintenant le budget qui tienne compte de notre programme que nous mettons en place jusqu'en 2020. Je dois dire qu'aujourd'hui, nous avons un budget qui sera déficitaire de l'ordre de 300 milliards de francs CFA. Okay? 300 milliards parce que des engagements ont été pris avec les syndicats qui n'étaient pas mis dans le budget. Bon, sinon on ne met pas ça, vous savez bien que c'est les gourdins qui vont nous pousser. Donc on a été obligé de réintégrer, je dirais, ces engagements qui avaient été pris par la transition. Donc il y a un certain nombre de questions comme ça qui ont été reprises et nous sommes à 300 milliards. Mais je peux vous assurer que, en tout cas, la communauté internationale, que ce soit au niveau de l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, ils se sont engagés auprès de tous les partenaires pour demander à ce que les partenaires appuient le Burkina Faso dans le cadre de son développement économique et social. Nous nous sommes engagés, comme je dis toujours, quand on arrive au pouvoir, il faut aussi assumer sa part de responsabilité, quelles que soient les difficultés, parce que c'est une continuité. Et là où nous avons pris là, nous devons nous relever là-bas et faire en sorte que le Burkina Faso aille un peu plus devant, parce que c'est notre contribution également au développement du pays. Au niveau des mesures premières que nous avons tenu à prendre, nous avons tenu à agir d'abord au plan social, comme vous l'avez si bien souligné. Nous avons dit que nous devons d'abord faire de l'éducation
un problème principal. Parce que si on n'est pas éduqué, ce n'est pas la peine de parler de problème. C'est pourquoi nous avons dit que nous devons faire en sorte que l'école classique que nous avons là, nous puissions faire en sorte qu'on développe la formation professionnelle et technique pour apprendre aux enfants un métier, pour leur permettre d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons formé à l'université des gens qui ont des doctorats en droit, sciences éco, des philosophes, mais tous ces gens n'ont pas de boulot. Parce que ça ne correspond même pas au marché du travail. Personne ne veut de ça. Les gens ont besoin de scientifiques, les gens ont besoin de techniciens, etc. etc. Aujourd'hui, nous avons des mines au Burkina Faso. Bon, ok. Les gens viennent, on veut recruter, il n'y a personne. Donc c'est des Ghanéens, c'est des Ivoiriens, c'est des Zimbabwéens qui viennent travailler dans les mines. Et c'est pourquoi il nous faut également avoir une école pour former des jeunes Burkinabés aux mines, pour que demain, les Burkinabés aussi aient une expertise minière dans notre pays. C'est une obligation. Nous avons dit également, au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a également du boulot à faire. On peut former des gens à ces techniques-là, des jeunes, qui peuvent aider également à la création d'emplois. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que sur le plan d'éducation, nous sommes engagés en tout cas à faire en sorte que sur ce plan-là, nous puissions faire avancer notre pays. C'est pourquoi déjà, nous avons pris l'engagement que d'ici la fin de notre mandat, il n'y aura plus d'école sous paillotte au Burkina Faso. Et dès à présent, il y a 130 écoles qui seront construites comme toutes les autres écoles durant l'année déjà 2016. Nous avons dit également que nous allons construire 200 CG en 2016. Nous allons construire également des lycées techniques, environ 75, pour permettre effectivement toujours cette formation au plan, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, les compétences techniques de nos enfants. Nous allons faire des lycées agricoles, parce que là aussi, la modernisation de l'agriculture, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on forme les jeunes qui sont au village à faire de l'agriculture différemment de nos grands-parents et de nos parents. On doit dépasser l'ère de la tabac pour passer à une autre façon de travailler. L'ère également d'utilisation des semences qui sont appropriées pour améliorer nos cultures, et également une ère où nous devons cultiver plus d'espace et non pas simplement autour de nos cases pour nourrir nos familles. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait dans ce domaine. Nous avons dit également qu'au niveau de la santé, c'est une priorité. Et là, nous avons pris des décisions qui sont fondamentales. Nous avons dit, d'abord, nous allons faire en sorte que tout ce qui est accouchement, tout ce qui est césarienne, ce soit gratuit sur tout l'ensemble du territoire. Nous avons dit également, je dois dire, le ministre de la Santé à ma gauche, Ouedraogo Ismaïla, c'est lui qui s'en est occupé, je vais dire que nous avons généralisé cette décision aujourd'hui, et partout au Burkina Faso, les femmes qui vont pour accoucher ou qui vont pour faire la césarienne, c'est gratuitement fait. Les soins sont gratuits. Et nous avons dit qu'il faut faire en sorte que pour les femmes, nous puissions assurer également régulièrement des visites qui permettent de regarder tout ce qui concerne les cancers, que ce soit les cancers du sein, que ce soit les cancers du. Mais en même temps, nous sommes également en train de réfléchir à la mise en place d'un centre d'oncologie pour permettre de soigner les cancers, d'apporter des traitements. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de détecter si vous ne pouvez pas évacuer quelqu'un quelque part pour le soigner. Donc c'est mieux que nous ayons notre propre centre à Ouagadougou où nous pouvons traiter le maximum de personnes. Et nous sommes en train
de travailler à ce que ce projet-là puisse voir rapidement le jour, parce que le cancer, qui était une maladie, je dirais, on disait avant que c'est la maladie des riches, bon, maintenant c'est devenu la maladie de tout le monde. C'est devenu une maladie. Donc, il faut que véritablement nous ayons une visibilité et que nous puissions trouver également des solutions à l'ensemble de ces questions-là. Alors, je voudrais ajouter qu'au plan de l'emploi, parce que l'emploi des jeunes, c'est une préoccupation, et c'est dans ce sens qu'on se rejoint plus ou moins sur un certain nombre de points, nous avons d'abord décidé que tous ceux qui ont le bac plus 2, qui sont au chômage et qui ont quitté l'université, nous allons les recruter pour renforcer l'enseignement de base. Et aujourd'hui, je dois pouvoir dire que sur 4200 personnes que nous avons voulu recruter, il y avait plus de 5600 candidatures. Et ces jeunes-là, ils vont être formés, je dirais, en 6 mois. Ils auront à peu près 1 an et demi de formation terrain. Et au bout de cette chaîne-là, ils seront intégrés à la fonction publique pour travailler là-dessus.